On ne peut parler, pour un Algérien, des années 30 du XXe siècle sans évoquer un événement considérable, les fêtes du centenaire de l'occupation de l'Algérie, célébrées en 1930. Les pompes et solennités dont Alger fut le théâtre, avec la présence du président de la République française en personne, Gaston Doumergue, semblaient vouloir transmettre au monde entier le message suivant: sur cette terre désormais française, c'en est fini de l'Algérie libre, c'en est fini de l'islam et de la langue arabe. Or, ironie de l'histoire, c'est à partir de 1931 que le colonialisme français va se heurter à un mouvement nationaliste redoutable, constitué de deux pôles complémentaires. Un pôle essentiellement politique, représenté par l'Étoile nord-africaine, puis le Parti populaire algérien de Messali Hadj, qui a su incruster le concept d'indépendance dans les consciences algériennes. Et un pôle éminemment culturel, incarné par l'association des Oulémas de Bembedis, dont la phrase clé est: l'identité algérienne repose sur le triptyque amazirité, islam, arabité. En 1933, on assiste à une répartition des tâches au sein de cette association. Bembedis, déjà installé à Constantine, est responsable de l'Est du pays. Alors que fixé à Alger est en charge du centre. À El-Ibrahimi est confié l'ouest du pays, mais au lieu de s'installer dans la ville d'Oran, il élit domicile à Tlemcen pour les mêmes raisons historiques qui ont fait que l'ISESCO a choisi Tlemcen comme capitale culturelle du monde musulman pour 2011. Al-Ibrahimi débarque à Tlemcen en février 1933. Il est accueilli par quelques Tlemceniens éclairés. La ville dispose alors d'une douzaine de mosquées que nous avons héritées de nos ancêtres depuis les Almoravides jusqu'aux Ottomans, en passant par les Almohades et les Iyanides. Ces mosquées auraient pu abriter l'enseignement du shirk, mais leur accès lui était interdit par le décret Michel, qui stipulait que seuls les imams nommés et rémunérés par l'administration française pouvaient enseigner dans ces mosquées. Le cheikh se rabat alors sur des locaux de fortune avant de jeter son dévolu sur le magasin d'un de ses disciples, Mohamed Bouhadjar, et tous les jours, de 5h à 8h du matin, ce magasin se transformait en salle de cours où le cheikh dispensait devant un auditoire de quelques dizaines d'étudiants des cours d'histoire, de littérature, de grammaire, de linguistique. Et au crépuscule, le même magasin se transformait en salle de prière, et entre le Maghrib et le Isha, le cheikh donnait un cours ouvert au grand public consacré à l'exégèse coranique, au hadith, au fiqh. Ce rythme effréné ne l'a pas empêché de créer une association cultuelle qui achète un terrain sur lequel sera édifiée la Médersa Dar al-Hadith. Une médersa dont le cheikh conçoit les plans et dont il suit la réalisation au jour le jour,
il m'est arrivé enfant de l'accompagner souvent au moment où il suivait les travaux de réalisation de cette Médersa Dar al-Hadith.